Comment le dinosaure préféré du Dr Grant pourrait ne jamais avoir existé? En plus, dans le film, on en voit un. Alors, Donc c'est bien qu'il y en a eu en vrai, sinon il aurait fait comment Spielberg? Ça, c'est de l'os de dinosaure. Donc il y en a un qui est passé par là. Eh mais dis-moi, Jamy, il y a quelque chose que je comprends pas. Mes empreintes là, elles sont à la verticale. Tu crois que les dinosaures, ils avaient des ventouses sous les pieds pour escalader les parois? Tu crois qu'il y a encore un dinosaure dedans? Quand j'étais enfant, la simple mention du mot dinosaure suffisait à faire briller mes yeux d'émerveillement. Nous rêvions de ces monstres préhistoriques qui peuplaient notre imaginaire. J'ai compris des années plus tard que la question de nos origines est truffée d'erreurs mensongères. Oui, il existe des os de diverses tailles à travers la planète, et certainement d'espèces inconnues qui se sont éteintes à des époques bien antérieures. Je ne nie pas ce fait, mais l'existence des dinosaures, décrit par la science moderne, va bien au-delà de ce postulat. Ce domaine de recherche transforme de simples hypothèses à partir de fragments d'os en un véritable schéma narratif basé sur des espèces imaginaires et une datation hypothétique. Cette instrumentalisation est au service d'une idéologie athéiste et matérialiste. Je compte lever le voile sur ce que nous appelons les dinosaures. De quoi il s'agit? D'où ça vient? Qui a mis ça sur la table? Et pourquoi il faut s'en défaire? Avant le 19e siècle, personne ne connaissait les dinosaures. Ces derniers sont soudainement apparus comme sujet d'étude lorsque certains cercles scientifiques développaient de nouvelles théories sur l'origine de l'homme. En même temps que Charles Darwin et ses confrères francs-maçons établissaient notre lignée à partir des primates, des singes, d'autres remontaient notre existence depuis les reptiles. Durant le 19e siècle, les nouvelles classes politiques et industrielles de l'oligarchie annonçaient l'ère du capitalisme et la domination de l'athéisme comme fondement de la nouvelle société. Pour effectuer cette transition, il fallut donc, comme toujours, préparer les esprits et instaurer de nouvelles croyances et de nouveaux dogmes aux populations. C'est dans ce contexte que l'Occident a tenté de répondre à la question de nos origines par l'intermédiaire de la paléontologie. La paléontologie, c'est la science des fossiles. Une des premières tentatives de faire connaître les dinosaures émane en 1822, lorsque le médecin et géologue amateur Jadon Mantell proclame l'existence d'une ancienne espèce de lézard géant à partir de quelques dents trouvées par son épouse. L'animal qu'il nomme l'iguanodon, parce que ses dents ressemblaient à celles des iguanes d'Amérique du Sud, est représenté selon son interprétation personnelle. Des années plus tard, ces reconstitutions fictives, car ne se basant sur rien de concret, se sont avérées totalement inexactes. 2 ans plus tard, en 1824, le premier dinosaure serait officiellement découvert. Un certain William Buckland veut s'appuyer sur des fragments de mâchoire et de tibia pour prétendre à l'existence d'une espèce de reptile très ancienne. À partir de ces quelques ossements, il lui dessine un corps et un museau. Le Megalosaurus serait vieux de plus de 145 millions d'années. À l'époque, ces publications interrogent et font débat, mais le contexte social était très propice à ce genre de découvertes extraordinaires. En effet, la paléontologie était en plein essor. Les académies étaient donc peu regardantes sur la méthodologie, car elles étaient convaincues que les recherches ultérieures allaient prouver leurs allégations. Depuis, il a été reconnu que les os supposés du Megalosaurus ne provenaient pas du même animal. Selon les normes modernes, seule la partie avant de la mâchoire inférieure, nommée OUMJ135-05, peut servir de spécimen type. Une information peu surprenante quand on sait que les paléontologues eux-mêmes ont modifié plus d'une dizaine de fois la morphologie de cette espèce
passant d'un gros reptile quadrupède à sa découverte à une sorte de T-Rex bipède pour les travaux les plus récents. L'espèce en elle-même n'a plus aucun sens. La datation elle aussi est totalement arbitraire, puisqu'il n'a pas pu dater les fragments, mais réaliser des suppositions en étudiant l'état des roches aux alentours, ce qui n'a aucun lien de causalité, une méthode très contestée d'ailleurs et pourtant encore utilisée aujourd'hui par beaucoup de scientifiques. 30 ans plus tard, en 1854, apparaît enfin la découverte significative, selon les paléontologues, bien évidemment. Ferdinand van Diver Heyden, géologue américain dont les expéditions sont financées intégralement par le gouvernement américain, explore le cours supérieur du fleuve Missouri et y découvre des dents qu'il considère comme une preuve de l'existence des dinosaures. Il envoie ces dents à Joseph Leidy, un paléontologue qui les a identifiées comme telles. Il nomme alors cette espèce le Tracodon. Malgré qu'aucun squelette n'ait été découvert, la trouvaille de Heyden est aussitôt médiatisée et popularisée comme une des plus grandes contributions pour la reconnaissance scientifique des dinosaures en tant que groupe distinct d'animaux éteints, et a marqué une étape importante dans l'histoire de la paléontologie. Mais il s'avère une nouvelle fois que le Tracodon a été abandonné par les paléontologues modernes. Les fossiles attribués à Tracodon ont été réexaminés et reclassés en différentes espèces de dinosaures, dont certaines ont été renommées en conséquence. L'une des espèces les plus célèbres associées à Tracodon était Edmontosaurus, un dinosaure à bec de canard qui a été mieux compris et réattribué à son propre genre. On assiste rapidement à la prolifération d'hypothèses spéculatives où l'on décrit des espèces imaginaires très anciennes, sur la base de dents, de bouts de mâchoire ou de fragments d'ossements pour divertir les foules et obtenir des subventions de l'État. Dès 1870, suscitant un intérêt grandissant, la paléontologie va s'inscrire parmi les manigances les plus sournoises de l'histoire de la science à travers la période de la guerre des os. Edward Drinker Cope et Othniel Marsh, deux éminents paléontologues, vont entamer une féroce rivalité pour devenir le chasseur de dinosaures le plus connu de l'histoire. Cette quête effrénée de célébrité les poussa à des pratiques peu scrupuleuses. Trahison, pots de vin, vol, espionnage, destruction et falsification d'ossements. Ces pratiques, toujours en vigueur aujourd'hui, démontrent à quel point la recherche de notoriété personnelle mène les hommes à transformer la science, non pas pour la recherche objective de vérité, mais pour correspondre à un agenda idéologique établi en amont, leur permettant de faire une belle carrière. Au final, Marsh aurait découvert 80 dinosaures, tandis que Cope 56. Sur les 136 espèces de dinosaures prétendument découvertes par les deux hommes, seules 32 sont toujours considérées comme valables par le reste des paléontologues. Les autres se sont toutes révélées être des falsifications. Mais les 32 espèces restantes, elles aussi, n'ont aucune existence réelle, dû au fait qu'à ce jour, comme nous allons le voir dans la suite de la vidéo, aucun squelette complet n'a jamais été trouvé. Tous les dinosaures sont des reconstitutions hypothétiques de fragments. En effet, l'immense partie des espèces présentées ne sont que des réassemblages de dizaines voire centaines d'amas d'os différents disséminés à travers la planète, rendant la tâche très difficile lorsqu'il s'agit pour les paléontologues d'essayer de les reconstituer, si tant est que ces os correspondent bien à la même espèce. Les dinosaures sont présentés au public sous forme d'illustrations artistiques colorées, avec des tissus mous comme la peau, les yeux, les organes, le nez, la pilosité, etc. Mais ces représentations sont uniquement basées sur des interprétations fictives, car si la fossilisation est un processus complexe qui implique la préservation de certains os, les tissus mous, comme la peau, les muscles et les organes internes se décomposent très rapidement après la mort. La plupart des connaissances que nous avons sur l'apparence des dinosaures sont donc basées sur l'étude des os et des comparaisons hypothétiques avec des animaux modernes, rien de plus. Sachant qu'on n'obtient jamais qu'une petite partie de l'animal, les squelettes parfaits et complets que l'on observe dans les musées ne sont que des répliques factices. Les vrais ossements, en plus d'être incomplets, cassés et donc souvent inexploitables, sont stockés dans des coffres à l'abri du public. Mais dans les musées, ils se gardent bien de transmettre ces informations au public. Tapez simplement crâne ou squelette de dinosaures dans un moteur de recherche et vous trouverez uniquement des répliques complètes, mais rarement les fossiles originaux des dinosaures. Or, quand on arrive à obtenir des renseignements plus approfondis sur les véritables fossiles, vous observerez qu'on conscientise rapidement de cette supercherie. Par exemple, voici un squelette de Veterhupristisaurus milneri,
comprenant tous les restes connus en blanc et l'interprétation qu'on en fait en noir. Ici, un Cryptops paleos. Là, un Saezosaurus crosbiensis. Cette fois, voici deux versions combinées de deux spécimens de Herrerasaurus. Maintenant, nous observons un Chromogysaurus qui est connu à partir d'un seul spécimen fragmentaire. Il lui manque le crâne et les mâchoires inférieures et la plupart des squelettes axiales et appendiculaires. Les restes squelettiques connus sont représentés en blanc et les inconnus en gris. Pire encore, pour reconstituer les proportions et les éléments manquants du squelette de Chromogysaurus, on apprend que les paléontologues ont utilisé les parties d'autres dinosaures, tels que le Biorlestes, l'Eoraptor et le Saturnalia. Mais ces exemples ne sont pas minoritaires, ils composent la grande majorité des supposés dinosaures. On pourrait continuer à vous représenter des centaines d'espèces différentes qui ont les mêmes problèmes. Dès lors, on comprend mieux pourquoi le célèbre paléontologue John Jack Horner, auteur de quelques-unes des plus importantes découvertes récentes de restes de dinosaures, et son collègue Mark Godwin vont jusqu'à dire, après un bilan de plusieurs années de recherche, qu'un tiers des dinosaures n'existerait finalement pas. Sur toutes les espèces de dinosaures connues, 1 sur 3 serait une illusion. Cette information sort après qu'ils ont découvert que des différences morphologiques marquées entre jeunes et adultes auraient induit en erreur les paléontologues. Mais les conséquences de l'étude vont plus loin. Les problèmes méthodologiques concerneraient une grande partie des espèces, ce qui conduit à suspecter qu'un tiers des espèces connues de dinosaures ne sont pas réelles. Divulgation intéressante quand on sait que John Jack Horner a principalement travaillé avec Steven Spielberg sur le film Jurassic Park pour concevoir des espèces fictives de dinosaures théropodes dont l'Indominus rex, spécialement imaginé pour l'occasion pour émerveiller le public. Suivant la même logique, au cours de ces dernières années, plusieurs dinosaures mythiques se sont révélés être des mirages, notamment les brontosaures et les tricératops. Aujourd'hui, c'est avec tristesse que je vous annonce que le Tricératops n'a jamais existé. Quoi ? Bon, oui, alors moi aussi ça me ravage chaque matin, vous aussi chez vous, dans votre voiture, j'en suis sûr. Je le sais, hein, cette question vous obsède. Où qu'il est passé, le Tricératops? Comment le dinosaure préféré du Dr Grant de Jurassic Park pourrait ne jamais avoir existé? En plus, dans le film, on en voit un. Alors, Donc c'est bien qu'il y en a eu en vrai, sinon il aurait fait comment Spielberg? Dans le film, c'est J'entends. Les Tricératops n'ont jamais existé, mais si c'est le cas, c'est quoi les gros trucs à cordes qu'on nous montre dans tous les livres pour les enfants, quoi? Et ben en fait c'est très simple. Tous les squelettes de Tricératops découverts ne seraient en fait qu'une forme juvénile d'un autre dinosaure un peu moins connu, le Taurosaurus. En gros, le Tricératops, il a 3 cornes et une jolie petite collerette bien ronde, avec plein de petits picots sur le pourtour. Et le Taurosaurus, il est un peu plus fat, il a 3 cornes aussi, mais il a une collerette nettement plus longue et plus droite, quasi rectangulaire, sans picots, avec 2 grosses ouvertures osseuses, ça fait 2 grosses fenêtres dans le crâne. Donc voilà, c'est vraiment pas les mêmes à première vue. Et je peux vous dire que les études sur le sujet là, qui ont montré ça, qui datent de 10 ans maintenant, elles ont bien secoué la communauté scientifique, menant à un schisme terrible entre ceux qui partent du principe que, par principe d'antériorité, c'est le mot Tricératops qui devrait être celui qui prime, donc bye bye le Taurosaurus, ceux qui pensent au contraire que c'est le terme Tricératops qui doit du coup disparaître, et ceux qui pensent que cette étude, c'est de la merde, parce qu'il y a une autre étude sur laquelle on voit des signes distinctifs des 2 espèces différentes. Bref, un conflit qui, encore aujourd'hui, clive la plupart des citoyens français. Un ancien président aurait même provoqué une polémique en demandant si on avait encore le droit de dire Taurosaurus sans froisser personne. Voilà. Et il y en a d'autres, des dinosaures effacés comme ça. Il y a le Stygimoloch, avec sa jolie couronne de piquants. Et ben en fait, c'est un bébé pachycéphalosaure. Celui qui avait le crâne tout rond et qui tapait avec sa tête comme un bélier. Là. Il y a aussi le Nanotyrannus, un cousin du T-Rex, mais 3 fois plus petit. Donc tout le monde le fantasmait en animal de compagnie. En fait, c'est pas un cousin 3 fois plus petit, c'est un T-Rex qui a pas fini sa croissance, quoi. Donc c'est boule. Voilà. Non mais vraiment, vous nous dites ça comme ça, mais ça nous met tout en l'air. Là. Et en fait, on se retrouve avec plein de noms de dinosaures qu'on avait dans les livres qui veulent plus trop dire grand chose en fait. Et ces disparitions d'espèces disparues, on les doit à Jack Horner, c'est un paléontologue américain qui est venu foutre la merde en 2009 en brisant les rêves des enfants sous prétexte d'une rigueur scientifique, sachant que, vous allez voir le culot du gars,
C'était lui, Jack Horner, qui était le conseiller de Spielberg sur Jurassic Park. Il aurait quand même pu comprendre les trucs un petit peu plus tôt, plutôt que de redire maintenant, ah au fait, tous ceux qui rêvaient de faire un câlin au Triceratops, en fait c'est un Taurosaurus avec de l'acné. J'ai grave les boules. En 1999, le magazine National Geographic a été démasqué lorsqu'il a présenté dans un article le dinosaure Archaeoraptor, qui était censé étayer le principe de base de la théorie de l'évolution, à savoir que les dinosaures s'étaient lentement développés au cours de millions d'années. Leur preuve consistait en un fossile dont les empreintes osseuses, soigneusement disposées, donnaient l'impression d'une créature mi-dinosaure, mi-oiseau, ce qui permettait enfin d'expliquer comment les reptiles ont pu devenir des oiseaux. Jusqu'à ce qu'un examen tomodensitométrique a mis en évidence des liaisons osseuses non naturelles. L'Archaeoraptor avait été en fait un réassemblage de 5 animaux différents. Le magazine National Geographic a ensuite été contraint d'admettre sous la pression que le fossile avait été fabriqué par des escrocs. Storrs Olson, scientifique au Smithsonian Institute, a écrit « L'idée des dinosaures à plumes et de l'origine théropode des oiseaux est activement promulguée par un groupe de scientifiques zélés agissant de concert avec certains rédacteurs de Nature et de National Geographic qui sont eux-mêmes devenus des prosélytes déclarés et très partiaux de cette foi. La vérité et l'évaluation scientifique minutieuse des preuves ont été parmi les premières victimes de leur programme qui est en train de devenir l'un des plus grands canulars scientifiques de notre époque. » Bien souvent, l'ensemble de ces découvertes de dinosaures ne sont pas le fruit de personnes désintéressées, mais plutôt de chercheurs ayant des intérêts directs, et généralement ils trouvent un nombre incroyable de fossiles dans des zones minuscules. Dans l'un des plus grands sites de fouilles de dinosaures, appelé Ross Mason Carey, plus de 2000 fossiles auraient été découverts. Quand on surinterprète des tas d'ossements, forcément les chiffres explosent. Des moulages et des squelettes originaux assemblés à partir de ces ossements sont actuellement exposés dans plus de 60 musées à travers le monde. Le chasseur de dinosaures Earl Douglas a envoyé 350 tonnes d'os de dinosaures au musée d'histoire naturelle Carnegie au cours de sa carrière, tous provenant du Dinosaur National Monument dans l'Utah. De nombreux experts ont indiqué que de telles découvertes d'énormes quantités de fossiles dans une même zone par quelques individus très investis vont à l'encontre des lois de la probabilité naturelle et donnent du crédit à des tentatives de fraude. Il y a beaucoup à gagner en transformant une découverte d'un os d'origine quelconque en une découverte impressionnante de dinosaures et en laissant des interprétations prendre le devant de la scène plutôt que la découverte réelle et ennuyeuse de ramassis d'ossements non identifiables. Il y a des gens qui ont soif de prestige, de célébrité et d'attention. Il y a l'effet d'entraînement et puis le comportement des foules. Enfin, il y a des personnes et des entités qui poursuivent des objectifs politiques. Le premier dinosaure exposé publiquement a été l'Hadrosaurus à l'Académie des sciences naturelles à Philadelphie. La reconstitution originale de l'Hadrosaurus, encore exposée aujourd'hui, montre un énorme reptile bipède en plâtre se tenant debout et utilisant sa queue comme troisième jambe. Ce que peu de gens savent, cependant, c'est qu'aucun crâne n'a jamais été découvert et qu'aucun os original n'a été placé dans l'exposition publique. Voici en réalité les divers fragments que nous avons retrouvés et qui servent de fossiles. À partir de ces découvertes fragmentaires, les paléontologues ont reconstitué et interprété les caractéristiques du crâne de l'hadrosaure. Un artiste visuel et un sculpteur furent rapidement engagés pour inventer un crâne, et à partir des illustrations d'un autre artiste qui avait représenté l'iguanodon, les deux artistes dessinèrent le même visage pour l'hadrosaurus. Les personnes impliquées pouvaient désormais défendre techniquement l'existence de ce dinosaure si quelqu'un le leur demandait. Le coup a si bien fonctionné et a si bien trompé le public qu'ils ont pu par la suite changer la tête de la créature sans que personne ne s'en aperçoive. À ce jour, l'Hadrosaurus est exposé à l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie. Les os seraient conservés derrière de lourdes portes fermées, mais une copie en plâtre est exposée à leur place. Nous apprenons donc qu'un crâne d'iguane a été substitué au crâne d'un dinosaure exposé. Le public a-t-il été informé à l'époque? Que nous cache-t-on aujourd'hui? Seuls 2100 ensembles d'os de dinosaures ont été découverts dans le monde, et parmi eux, seuls 15 ensembles d'os de Tyrannosaure Rex incomplets ont été trouvés. Ces ensembles d'os de dinosaures ne forment jamais de squelette complet, raison pour laquelle il y a les Chinois qui sont les premiers fournisseurs de faux dinosaures au monde, à travers la société Zhigong Dino Ocean Art Company. Et devinez quoi? Le fameux scandale de l'Archaeoraptor, donc du faux dinosaure, qui avait été en fait un assemblage de 5 animaux différents, cité précédemment, a été justement en lien avec cette entreprise.
L'enquête ultérieure a révélé que des parties du fossile d'Archaeoraptor avaient été illégalement exportées de Chine et vendues par la Zhejiang Dino Ocean Art Company, une entreprise spécialisée dans la création de faux fossiles et de reproduction de dinosaures. La boucle est bouclée. J'ai entendu dire qu'il existait une fabrique de faux fossiles dans le nord-est de la Chine, dans la province de Liaoning, près des gisements où ont été découverts bon nombre de ces prétendus dinosaures à plumes récents. Des os de poulet, de grenouilles, de chiens ou de chats fondus sont mélangés à de la colle, de la résine et du plâtre, puis utilisés comme matériau de base pour être refondus en os de dinosaures. On leur donne même des fractures intentionnelles et un aspect désuète ou fossilisé pour obtenir l'effet désiré. Ce réseau de vente mondiale couvre les musées des États-Unis, du Brésil, de la France, de la Pologne, de la Russie, de l'Allemagne, de l'Arabie Saoudite, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de l'Indonésie, ainsi que des expéditions au Pérou, en Argentine, à Vancouver ou à Chicago. Certains connaissent peut-être l'histoire de Shinichi Fujimura, cet ancien archéologue japonais, expert mondial en matière de paléolithique, jusqu'à ce qu'il a été observé et filmé sans son consentement en train d'enfuir des faux ossements dans un sol sur un site. Les os de dinosaures se vendent très cher aux enchères, c'est un commerce rentable. Le fait que des os de T-Rex aient été vendus aux enchères pour plus de 12 millions de dollars montre à quel point la chasse aux dinosaures peut être lucrative, et il se trouve que ce sont les responsables des musées qui par hasard semblent faire les découvertes les plus prolifiques. Les avantages financiers et économiques très gratifiants pour les musées, les organisations de recherche, ainsi que les industries du livre, de la télévision, du cinéma et des médias peuvent constituer des motivations suffisantes pour ridiculiser les thèses conspirationnistes. Un autre problème est que les reconstitutions de dinosaures peuvent représenter des proportions exagérées ou des postures peu réalistes. Ces erreurs sont les résultats de conjectures ou d'interprétations erronées basées sur des connaissances limitées ou des hypothèses grossières. De nombreux squelettes représentent des monstres bipèdes comme le T-Rex, avec un torse penché vers l'avant et une tête bien plus grande et bien plus lourde que sa queue. Pour l'anecdote, de nombreuses expositions dans les musées ne peuvent même pas tenir debout sous leur propre poids. Dans certains cas, des réparations ou des renforts structurels sont nécessaires pour soutenir les répliques de squelettes de dinosaures afin qu'elles puissent être exposées de manière sécurisée. En fait, il est hautement improbable que des bêtes aussi grandes et disproportionnées aient pu exister. Les charges qui s'exercent sur leurs squelettes sont si importantes que les calculs indiquent que les os des plus grands dinosaures se déformeraient et se fissureraient sous leur propre poids. Les experts ont également souligné que les dinosaures auraient dû se déplacer beaucoup plus lentement que dans les films, pour éviter que leurs squelettes ne subissent des chocs soudains. Cette idée d'animaux se déplaçant lentement ne concorde pas avec l'analyse biomécanique des dinosaures, qui indique que les dinosaures étaient des créatures agiles et actives. C'est le paradoxe entre la taille et le mode de vie des dinosaures. De nombreuses représentations et des dessins de dinosaures semblent absurdes, car elles montrent un animal à deux pattes qui serait totalement déséquilibré, le poids de la tête et de l'abdomen étant beaucoup plus important que celui de la queue, qui est censé faire contrepoids. Cependant, il est incontestable que nous avons déjà trouvé d'énormes fémurs dans le sol. Faut-il pour autant croire à la thèse officielle ? Ce n'est pas parce que nous trouvons certains ossements de grande taille qu'ils appartenaient forcément à des lézards géants à long cou se baladant dans des prairies. Nous devons arrêter de suivre aveuglement ce que la société nous tend comme modèle de croyance. L'existence des dinosaures, tels qu'ils sont représentés depuis 2 siècles, est une interprétation reptilienne et darwiniste qui ne repose sur aucun fossile réel et observable, juste des hypothèses sur des hypothèses. Les espèces qui avaient ces fémurs ou ces vertèbres, si tant est qu'elles existent, restent des mystères et il serait prétentieux d'affirmer le contraire. L'interprétation artistique et anatomique qui en est faite laisse souvent à désirer. Il en est de même pour le processus de reproduction de ces animaux. La reproduction des supposés dinosaures reste un mystère intrigant dans le domaine de la paléontologie et très rarement abordé. En effet, la nature des fossiles ne permet pas d'observer les processus de reproduction, ce qui oblige les évolutionnistes à s'appuyer sur des hypothèses basées sur des preuves indirectes ou des comparaisons avec des animaux modernes. Il existe une variété d'hypothèses sur la reproduction des dinosaures, mais il est important de noter qu'elles sont souvent sujettes à débat et à révision. Certaines images paraissent si extravagantes qu'elles en disent beaucoup sur l'absurdité de l'existence même de certains dinosaures. Dans l'ensemble, plusieurs millions de dollars ont été dépensés pour promouvoir l'existence des dinosaures, au cinéma, à la télévision, dans les magazines et les bandes dessinées. Le monde du cinéma et celui de la paléontologie sont intimement liés.
L'opinion des gens sur l'existence des dinosaures n'est pas fondée sur des preuves solides, mais sur des impressions artistiques fixées par Hollywood. Les documentaires illustrent de façon colorée les caractéristiques de chaque dinosaure, comme la couleur, le poids et la masse musculaire, mais Don Lesson, conseiller pour Jurassic Park, admet qu'il s'agit d'une pure supposition. Prenez par exemple la question du poids de ces dinosaures. Il déclare « Les scientifiques ne savent pas combien pesaient les dinosaures ». Les dessins animés comme L'Âge de Glace ou les films comme Jurassic Park ou The Land Before Time ont été produits par les sociétés maçonniques Universal Studios, News Corps et 20th Century Fox de Rupert Murdoch. Ils appartiennent à Comcast, dont les principaux actionnaires sont les francs-maçons JP Morgan et les Rothschild Discovery Channel. Ces organisations jouent un rôle important dans la structuration de l'esprit des gens et particulièrement des enfants. Ils conditionnent notre pensée à travers des techniques hypnotiques très puissantes liées au monde de l'audiovisuel. L'une des principales raisons de ce matraquage idéologique est que les athéistes ont besoin de l'existence des dinosaures pour se rassurer de leur dogme, se rassurer d'une prétendue évolution des animaux marins vers les animaux terrestres, des reptiles, des primates et du primate jusqu'à l'homme, sur la base de plusieurs millions d'années. Ces hypothèses, élaborées par le biais des manuels et des programmes scolaires, font subir un lavage de cerveau aux étudiants et les plongent dans une pseudo-réalité contrôlée par l'autorité gouvernante. Le domaine dinosaurien du programme paléontologique est une imposture. Sommes-nous trompés et subissons-nous un lavage de cerveau dès notre plus jeune âge ? Du Big Bang en passant par les dinosaures jusqu'aux australopithèques, des forces agissantes entreprennent des efforts considérables pour faire germer en nous l'idée que la vie est conditionnée par des interactions matérielles aléatoires et rien de plus. La propagation de ces théories a pour conséquence un arrachement de plus en plus considérable de l'individu avec son âme, en lui faisant croire que l'évolution n'est pas un processus intérieur à soi, mais complètement extérieur à lui. Une telle croyance déresponsabilise l'homme de ses propres agissements et le tire vers le bas. C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui.